Bonjour tout le monde. Merci d'être venu écouter des choses qui ne sont pas dans la presse et que vous avez besoin de savoir avant la COP. Alors on m'a dit de vous dire que je crois qu'il y a des casques Canal 1 français, Canal 2 anglais. Voilà. Parce que Anthony parlera en anglais. Le reste des invités parlera en français. Je me présente, je suis Laurent Babiquian, je m'occupe du CDP pour la France et le Benelux. Donc il y a certaines entreprises répondantes au CDP qui sont dans la salle. Et j'ai des invités de marque qui ont accepté volontiers de venir vous parler de manière très didactique d'un sujet financier. Donc on va éviter la technique. Et pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans le monde financier en coulisses, qui n'est pas médiatisé parce que vraisemblablement c'est un peu technique justement, alors que on entend très souvent parler de la COP des solutions et qu'une des grandes solutions au problème est justement la redirection des flux financiers des assets dits brown vers les assets verts. Donc pour parler de ça, je vais présenter dans l'ordre. Olivier Rousseau, qui est le membre du board du Fonds de réserve des retraites français. Anthony Obley, qui est le patron de Carbon Tracker. Carbon Tracker est à l'initiative en 2011 de quelque chose qui est devenu maintenant fameux sur les marchés, puisque c'est ce qu'on appelle la bulle carbone et les stranded assets. Donc il va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Jean Boissineau, qui est à la direction du Trésor et alors bon, il y a un titre super long, mais qui s'occupe particulièrement de différents articles de la loi sur la transition énergétique qui nous concerne tous dans cette salle, et Stanislas Dupré qui a créé un think tank français qui s'appelle 2 degrés Investing, 2 Degrees Investing, et avec qui nous travaillons de manière régulière. Donc je dirais que là on a un panel qui balaye relativement large tout ce qui se passe dans le milieu de la finance. Alors l'idée de cette réunion, c'est que ce soit très interactif. On va aussi parler entre nous, intervenir entre nous si on a des choses à dire quand quelqu'un dit quelque chose. Mais si vous avez des questions, on ne va pas attendre la fin à midi pour poser les questions. Donc, posez les questions live et on répondra à ces questions parce que le but du jeu, c'est que vous sortiez d'ici en disant « Waouh, on ne savait pas tout ça » et en fait, ça va très très vite. Voilà. Donc, alors, merci d'être venu. Anthony, I would like to maybe start with you to give us a bit of a context of what's going on. So you all know, vous savez tous que si on continue le business as usual, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde du développement durable, si on continue tous le business as usual, on sera à une température moyenne de la planète en 2050 comprise entre plus 4 et plus 6 degrés par rapport à la température moyenne de l'ère pré-industrielle, on va dire fin 19e siècle. Et l'objet de la COP 21, c'est d'essayer de ramener cette température moyenne non pas à plus 4 ou plus 6, mais à plus 2 maximum. Parce que si on est au-dessus de plus 2, beaucoup de catastrophes vont arriver. Il y aura de l'immigration climatique, il y aura des guerres, il y en a déjà, mais il y en aura beaucoup plus. Et il y aura beaucoup de problèmes de survie sur la Terre. Donc l'objectif des plus 2 degrés, c'est le gros enjeu de la COP, qui est une réunion internationale qui se tient à Paris. Je pense que vous savez que les Nations Unies organisent une réunion qui s'appelle la COP, où il va y avoir 195 chefs d'État au mois de décembre, pour essayer de signer un papier qui prendrait le relais des accords de Kyoto qui maturent en 2020. Et ce papier doit être signé par 195 États. C'est-à-dire qu'il faut, si un État dit non, ce sera un papier qui n'aura pas beaucoup d'implications. Or, beaucoup
beaucoup de gros pollueurs, gros pays pollueurs bougent. La Chine a annoncé récemment qu'ils allaient créer une bourse carbone, quoi, grosso modo un cap and trade pour pouvoir limiter les émissions au niveau national, ce qui est un énorme pas. Et les Américains, Obama a été piqué par le virus aussi apparemment, puisqu'il est en train de faire pas mal de choses pour pouvoir se diriger vers ces 2 degrés. Donc ça, c'est le contexte. Alors pour les 2 degrés, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent. Il y a une réalité économique et une réalité physique aussi sur les ressources naturelles que le Carbon Tracker a mis en évidence en 2011. And so Anthony, I would like maybe if you can explain very in a deductive way what is the carbon bubble, what are the stranded assets, and what's the reality today of all the oil and gas industry and maybe the coal and mining industry. Maybe if you have some slides. Yes, do you mind if I just stand up there? So, thank you very much for the introduction and for the invitation, and thank you very much for your patience in allowing me to speak in English. I greatly appreciate that. Although I have here a few copies of our key reports. Sorry, a few copies of our key reports translated into French, particularly the sort of seminal report that explains a lot of this. I've got about 12 copies. If anyone wants to read more. How do I point this? Am I pressing the right button? Apparemment, on n'arrive pas à passer là. Ah, is there a switch on the back? Ah, yes. Perfect. So, failed the first technology test. Okay. And pointing in the wrong direction. Perfect. Ah, there we go. So, as we've heard, 2 degrees is the target. And I think it's important to also understand there is a sizable minority of climate scientists who think that 2 degrees is far too dangerous. But the 2 degrees is what we've politically agreed to for better or worse. And in many ways, it makes us probably the most influential generation of humans that ever lived, because we hold the future security, the future well-being of every future generation, including our children and grandchildren, in our hands. So the biggest question is, are we going to be good ancestors or bad ancestors? What will our place in history be? And I think that's quite a profound question. I think people don't really ask themselves. Now, the scientists have put this in terms of a carbon budget. So basically, we can emit about 2,000 gigatons into the atmosphere from pre-industrial levels to give us a probability, and it's only a probability, there's no certainties here, of staying below 2 degrees. Now, the problem is we've already used 1,100 gigatons of that budget. So we only have 900 gigatons remaining in that budget to give us a probability, I think it's around 80% probability, of staying below 2 degrees. Now, just imagine that if someone builds a huge gas plant or nuclear power station in your region and they tell you, don't worry, there's only an 80% probability there's an 80% probability it won't explode, but there's a 20% probability that that nuclear plant 5 miles from your house will explode. Or you get on that next aeroplane trip you take and you say, don't worry, there's an 80% probability that we will not crash. You know, you're not bothered about a little 20% probability, are you? Just imagine how many aeroplanes would be dropping out of the atmosphere on a daily basis if there was a 20% probability that each aeroplane would crash. So we're still taking a big risk, but there it is. That's the carbon budget. Now, what no one had actually done for the financial community is translate that carbon budget into terms that made sense
to financial market professionals. That's what Carbon Tracker did. They said, okay, well, what does that mean in the real world? Well, the biggest source of carbon emissions by far is burning fossil fuels to produce energy. So the Carbon Tracker analysts, all former financial market analysts from top-level investment banks and asset managers, ran the numbers back in 2011. And they looked at the total amount of carbon locked up in all of the world's oil, gas, and coal reserves and resources out to 2050. And they found there was a huge disconnect. Now, this is illustrated in this graph here. Now, this is, I talked about 900 gigatons before. What we did is we separated the reserves held by governments and national companies from those held by private companies listed on stock exchanges around the world. So if you look at the carbon budget for those private companies, it's 225 gigatons. But if you then look at the amount of reserves that those oil, gas, and coal companies own and their future business models depend on, at 762 gigatons. Already pretty big disconnect. But if you then look at their plans to develop yet more oil, gas, and coal reserves over the next years, so the Arctic would be a good example, in the press a lot, and Shell's decision finally to pull out of the Arctic, that amount of reserves and resources rises to 1,541 gigatons. So this is not a marginal or slight difference. The differential between the budget we can burn if we want to stay below 2 degrees and the amount of reserves and resources that the future of these oil, gas, and coal companies depend on is huge. So something has to give somewhere. And if you actually look at all of those oil, gas, and coal reserves, and if we assume we burn all of them, it doesn't take us to 5 or 6 degrees once. It takes us to 5 or 6 degrees several times over, particularly if we burn all of the coal reserves. So it's a little bit like that realization we had back in the 70s and the 80s when a number of philanthropically funded NGOs counted all of the nuclear warheads around the world and realized there was enough nuclear warheads sitting there to fry the planet many times over. This is our generation's equivalent of the nuclear warheads. So, the issue is, the valuations upon which those companies are based, drawing on all those reserves and resources, are they realistic in this context? Or is there the potential for many of those oil, gas, and coal reserves and resources to be stranded? And when we talk about stranded, we don't mean that the Arctic, I guess, the Arctic wells and licenses that Shell has are probably a good example of being stranded because they've now pretty much pulled out. Although they're not entirely stranded because they still have some of those licenses and they could at some point decide to go back if they feel politically and economically there's a basis for that. Anthony, what does it mean stranded assets? Well, just trying to give a case example to explain that. There's the common perception that it's at a totally abandoned plant or oil reserve that we completely walk away from and you do not use that at all. But actually, in reality, the term is broader than that. So it means something that doesn't effectively achieve the full economic return you needed and expected to return capital to investors. And there's many examples of those projects. There are many of those oil, gas, and coal projects where a significant amount of capital, CapEx, has been invested, and there is probably a very low chance that that capital will ever be returned to those investors. Even though those coal mines or oil reserves or gas reserves are still producing revenue, they will probably never produce enough revenue to return that investment to the pension funds and asset managers. And at the end of the day, that's your money and my money because many of us, our futures and our pensions and our retirements are tied up in those assets. So it's effectively it's affecting your retirement and your investments because the money that's been put in by those companies is never going to be fully realized. And so the value of the shares and the dividends those companies return to the pension funds is suppressed. Value is destroyed. And that's what we mean by this. Now, we have a choice.
We can have an orderly transition to what we would call a climate-secure energy system within that 2 degrees. That means we have to start now, and we have to start aggressively because we've probably left it to the last possible moment within the current financial system. Or we can have a disorderly transition, which is, again, we kick the ball into the long grass. We, again, put off taking the difficult decisions we have to do now, and we leave it to the next president or prime ministers or the ones after that or our children in 5, 10, 15 years' time. And then we have our, excuse my English, but we have our oh shit moment. Like 2008, and governments decide they have to solve this problem because they realize what's at stake, and then it doesn't matter what it costs and what they have to throw at it to solve the problem. That would be extremely disruptive to the financial system. A lot of value would be destroyed, and that's what we want to avoid. Now, we're putting out a demand paper next week, but one of the key messages from this is much of the projections that come from the oil and gas companies is, their view is the past is a good model for the future. What we're trying to say to them is there's a lot of evidence now that the past is not a good model for the future. And much of their projections for demand and the future of their business models do not make sense in the current context, particularly with many of the emerging technologies. And that's, I think, a critical point we now need to be aware of. Now, the future is always like the past, isn't it? Well, not always. Here's 2, I think, very powerful pictures. Fifth Avenue, New York, on the Easter Parade in 1900. And I'll give you a prize for the person who can spot the motor car in that picture from 1900. Go forward just 13 years to 1913. And again, another prize for the person who can spot the same place in New York, the horse and carriage. The world changes dramatically again and again. We've seen, we've lived through it with telecoms, mobile phones, the internet. Major names like Kodak, Olivetti in the UK. We used to go to Blockbuster to get our videos. Now we stream our videos from completely different companies. It happens again and again and again. So, our analysis is demonstrating there's a fossil fuel risk premium that the markets have not woken up to. This means many of the efforts to pour capital and divert capital into clean finance, green energy, etc., is not competing on a level playing field. They're competing at a disadvantage because the cost of capital to the fossil fuel industry is artificially low. What we need to do is ensure that playing field is leveled. And there's an important role here for the financial markets and financial regulators, and you'll hear about that and disclosures to achieve that, amongst other measures. So action points for policymakers. We need to require fossil fuel companies to provide details and their assessment of climate-related risks and how their business models would be sustainable in a low-carbon transition. Require the investors and listing documents to look at the emissions from potential reserves and what that would mean if they are developed and released. And critically, we stress test the demand and price models that are at the heart of the business models of many of these companies. These things are critical for us to really see the true picture. And we are seeing movement. Your Treasury here is extremely engaged. You've passed a new energy transition law that's making a movement in this direction. So, France is to be commended. The Governor of the Bank of England has spoken out recently in very strong terms about this risk if no action is taken and what it could mean to the financial markets. So we are seeing movement. And of course, Paris and the climate conference looms. Thank you. So, thank you, Anthony. Very clear. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade pour Anthony dans la salle? Good morning, my name is Sophie Chambon. I'm in charge of sustainability within Atos. And I would like to know, according to you, what could be the role of large companies like Atos, for instance, and we are in the digital, we are part of the digital industry sector. What could be the role of company to try to influence this trend toward a lower carbon intensity economy? It's working. It's working. It's working. I think the first thing is to check, stress test your own business model. So what would be the consequences for your business
if we go above 2 degrees in a climate disrupted world? Can your business model survive? Because you're, if you're not a fossil fuel company, you're a climate taker. So you as a business and you as a business model will have to take what world we get if the fossil fuel industry continues to burn without all of those fossil fuels without any restrictions. So that's, I think, important that other businesses begin to understand the impact on them and that they lobby government to say, look, this cannot happen because our business models, if the fossil fuel industry is allowed to continue in this way, our business model is put at risk. Our business may not be able to continue and our sector may not be able to continue in a world above 2 degrees. So you need to take that into account. Because I think that would be a very powerful message. Governments need to hear from other businesses that they actually don't want a world above 2 degrees, that they want governments to act to ensure that we have a stable climate so their businesses can continue. So I think that's a very important message. And we are beginning to see some businesses speak out. We hear Richard Branson from the Virgin Group talk about this. We hear the CEO of Unilever has started to talk about this. I heard him at a Climate Finance Day here in Paris during Climate Finance Week, and he just basically said, look, above 2 degrees, Unilever's business model is toast. And that's, I think, an important message we need to hear from other business sectors. That, I think, probably one of the most important things you could do. I mean, the business term of companies about 3 years, 5 years, and not 30 years. And that's very difficult, to involve the top management to consider this, long term, to influence today, the business model today. Well, I think that's why it's important to actually carry out that process of stress testing, to stress test your business model. But I agree, and this is also why Paul Polman, CEO of Unilever, has started to speak out about and criticize that sort of short-termism at that level. But you can also, in terms of practical measures, start to look at the extent to which you have a physical impact and make changes. But I think it is important to start getting that out. That other business models and other businesses are threatened by an unstable climate. That's an important message. Jean, tu as quelque chose à dire? Oui, là-dessus, je pense que je rejoins tout à fait le commentaire que fait Anthony, et j'anticipe un petit peu sur ce qu'on va pouvoir dire plus tard sur la loi de transition énergétique. Mais parmi les dispositions qui ont été insérées dans la loi, il y a précisément cette demande qui était une demande adressée à l'ensemble de toutes les entreprises, pas seulement au sein du secteur financier, d'avoir une réflexion pour comprendre ce que veut dire le changement climatique sur leur business model, ce que ça représente en termes de risque pour leur business model, et comment et d'expliquer à leurs actionnaires ensuite comment elles vont réagir à ces risques et comment elles les gèrent. C'est exactement cette démarche. Et je pense qu'un point important de ce point de vue-là, c'est de comprendre il y a effectivement tout le thème de la bulle carbone qu'Anthony vient de développer, les risques et les questions liées au changement climatique, elles sont en fait beaucoup plus diverses. Et il y a un certain nombre d'entreprises. On parlait d'Unilever là, vous prenez Coca-Cola demain. La question de la disponibilité de la ressource en eau est une question fondamentale pour leur business. Dans un monde à 4 ou à 6 degrés, c'est une question qui commence à être un véritable challenge. Et donc, je pense que c'est précisément c'est une question qui a besoin d'être regardée depuis. Le secteur financier a besoin de la regarder. C'est une question qui fondamentalement a besoin d'être regardée par l'ensemble de toutes les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi demain, ce monde potentiel à plus 4 ou plus 6 par ailleurs. Et puis chacun a besoin de comprendre la manière dont ces évolutions se traduisent et vont impacter son business model. Alors, juste avant de passer la parole à Stan, OK, le board, la finance, c'est court terme. Le board est dirigé par la finance. Sauf que quand on parle de l'ISR, on parle de finance à long terme. Je pense que les flux financiers, maintenant, il va y avoir de plus en plus de flux financiers sur le long terme, et donc les boards réagiront aussi sur le long terme. Et à la limite, il suffirait qu'il y ait un lobby des entreprises pour dire, voilà, nous, on nous demande de faire du 2 degrés, donc c'est du 30 ans, je prends des objectifs à long terme qui sont en ligne avec les stratégies, avec les scénarios scientifiques. Donc vous, board,
l'idéal, ce serait que ça devienne le driver, mais ça va le devenir. Si comme la finance est en train de bouger en même temps, en parallèle, je pense que naturellement, les objectifs de 2 ou 3 ans financiers ou les objectifs que vous prenez pour les targets de diminution des émissions vont petit à petit naturellement se rallonger. Vas-y. Moi, j'ai l'impression que vous soulevez un point qui est assez fondamental et qui est qu'on commence tout juste à soulever le couvercle là-dessus. Avant de créer le think tank que je dirige aujourd'hui, je travaillais pour des entreprises et à chaque fois, donc on travaillait sur les risques de long terme, ce dont Anthony parlait. Et la conclusion qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'on tombait sur quelque chose qui était pertinent en termes de risque financier à long terme, mais qui avait peu de chances de se matérialiser à court terme, c'était pas sur l'horizon, c'était pas sur le radar des investisseurs, pour une bonne raison qui était que comme ils changent la composition de leur portefeuille tous les ans, tous les 2 ans, finalement ils n'avaient pas besoin d'analyse pour savoir ce qui allait se passer dans 10 ans. Et si vous regardez pour les entreprises, théoriquement elles sont censées évaluer les risques auxquels elles font face sur des horizons temporels assez longs et en rendre compte à leurs investisseurs. C'est ce qu'il y a dans les rapports annuels, dans une section qui s'appelle facteurs de risque. Si vous regardez la réalité, vous avez généralement assez peu de choses au-delà de 2 ans, 3 ans, et ça ne pose pas de problème aux investisseurs, en tout cas aujourd'hui, pour les raisons que je vous citais. Donc une impression qu'on a aujourd'hui, et c'est le sens dans lequel je pense va la loi, et Jean en parlera sans doute mieux que moi tout à l'heure, mais vers lesquels vont les réflexions aussi, c'est probablement de demander aux entreprises de donner de l'information sur les risques auxquels elles font face à long terme ou les opportunités qu'elles ne saisissent pas forcément, et qui est une information qui finalement n'est pas forcément pour les investisseurs tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, et qui est peut-être une information qui servira aux investisseurs plus tard, mais qui ne correspond pas à leurs demandes aujourd'hui. Et je pense que c'est toute la difficulté des gouvernements aujourd'hui, d'arriver à demander aux entreprises de fournir une information qui peut servir aux investisseurs, mais qui n'intéresse pas aujourd'hui les investisseurs. Good morning, Mr. Hobley. I have a question. Do you know what is the situation of the emerging economies, like in South America, which are quite dependent on natural resources like coal and mining extraction? What is the sensibility of the companies there? Because I don't think there is any sensibility of the governments to do what you advise to do. Should I repeat? No, I mean, Well, yes and no. I mean, I think you are seeing. I would disagree with that, but I can think of a better answer also to the previous question around opportunities. Many of those governments see the opportunities. So if you look at China's last 5-year plan and the one that's coming forward now, they want to win the green economy. They want to be the global leaders in the green economy. One of the major reasons we are seeing such a dramatic fall in the costs of things like wind power and solar power is because the Chinese have gone into the manufacturing of those things in a huge way to undercut Western manufacturers. So they see that the green economy will be huge in the 21st century, and they want to be the global economic leaders in the green economy. If you look at what's coming out of India now in terms of how, the renewable plans in India, it's huge. Yes, there's still plans to build a lot of coal, but increasingly there's plans to build a huge amount of renewables. And in fact, we've done some financial analysis that shows for the majority of the world's energy poor, at least 80% at the moment, clean energy, microgrids, solar energy solutions is by far the cheaper option to give them energy than building huge grids, and so on. It's a little bit like, those developing countries that were persuaded in the final days of fixed telecoms to build big fixed telecom systems and pour billions into those, realized they wasted a huge amount of capital. If they'd waited a few years and built mobile telecom systems, they would have saved themselves billions. I think we're at a similar tipping point. Those countries also are going for a live stress test of what it means to base your entire economic future on those natural resources. The low oil price is showing them that that's not a very sensible thing to do, to base your entire economic future of your country
purely on natural resources. In fact, a few developed countries like Australia are also now, regretting their decisions over the last decade not to use a lot of that resource money to diversify into things like clean technology because they are suffering. Now, we think probably the oil price will go up from where it is now to 80 or 90 over the longer term, but I think it's woken them up that that's not a sensible or clever thing to do. And I think many of them now, because of the dramatically falling costs of renewables, are seeing that as a much better option to bring power to many of their populations. Okay, so we need to move on. Jean, je pense que là, à mon avis, il va y avoir aussi pas mal d'interactions aussi avec le public. Tu pourrais peut-être dire ce que tu fais à la direction du Trésor et parler peut-être à la fin de ce que tu as présenté du fameux article 173 de la loi sur la transition énergétique, qui est quasiment passé inaperçu dans la presse, mais qui va avoir de très très gros impacts sur la finance pour le moment française. Mais je te laisse développer ton... Merci Laurent. Globalement, vous savez ou vous ne savez pas que donc l'équipe interministérielle qui s'occupe de la COP 21, de la présidence de la COP 21, et qui rassemble globalement le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie, de l'écologie, du développement durable et le ministère des Finances. En fait, il y a un certain nombre de sujets d'intérêt commun, et quand on a commencé à préparer la présidence, il y a un peu plus d'un an maintenant, du point de vue du ministère des Finances, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de débats en cours sur finances et climat, énormément de bonne volonté, et probablement à ce moment-là, pas forcément une grande clarté sur ce dont on parlait. Et dans l'effort qui a été fait depuis que cette préparation de la présidence, qui va être prise par la France à la fin du mois de novembre, a commencé, une première étape a été d'essayer de clarifier l'ensemble des enjeux et des concepts. Clarifier pourquoi ? Parce que dans le contexte juste de la COP, on parle de finances, mais on parle de finances d'une manière très particulière. On parle des flux financiers, en gros des pays du Nord aux pays du Sud, pour leur permettre de financer leur transition énergétique. C'est l'engagement de 100 milliards de dollars de financement annuel qui a été pris à Copenhague. Donc il y a toute une partie du travail qui a consisté à mesurer mieux ces flux de financement, à comprendre ce dont il s'agissait. Je laisse ça de côté, mais c'est un point important, parce que quand vous parlez finance dans le contexte de la COP, pour le négociateur, c'est de ça dont on parle. Là, ce dont on parle, c'est quelque chose qui est probablement assez différent. C'est en gros comment le système financier, le secteur financier se saisit des enjeux climatiques, et commence à y répondre. Là encore, il y a probablement besoin de distinguer entre deux choses qui sont assez différentes. Il y a ce qui touche au financement de la transition de manière directe, c'est-à-dire le financement de fermes éoliennes, le financement de centrales photovoltaïques. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui, en France, représente à peu près, je prends les travaux d'un autre think tank français que le tien, c'est à peu près 22 milliards d'euros chaque année d'investissement en France. C'est 1,5% du PIB, en gros. Donc c'est quelque chose d'important, mais là encore, ça n'épuise pas le sujet. Parce que pour l'ensemble du secteur financier, là on ne parle plus en dizaines de milliards, mais on parle en centaines, voire en milliers de milliards. Le vrai enjeu, c'est de se poser les questions qu'Anthony a commencé à développer. Le vrai enjeu, c'est de comprendre ce que veulent dire les tendances qui sont liées au changement climatique, la bulle carbone d'un côté, le fait qu'on va dans un monde qui, même à 2 degrés, aura des impacts, des manifestations physiques du changement climatique, et comment est-ce que la finance prend à bord cette préoccupation de s'adapter à une transition ordonnée vers une économie plus résiliente et moins intensive en carbone. Et sur cette dernière partie, donc sur la partie financement de la transition énergétique, il y a un certain nombre de travaux qui se passent en G20 que je ne vais pas forcément développer. Sur cette dernière partie, c'était le champ un peu neuf qu'il a fallu défricher ces derniers mois, et sur lesquels progressivement la France, avec d'autres, a réussi à mobiliser, par exemple, le FSB, en gros le Conseil de stabilité financière, qui au niveau mondial rassemble les superviseurs et les régulateurs financiers de l'ensemble des pays du G20, pour commencer à avoir cette discussion. C'est aussi dans le cadre de cette discussion qu'on a
beaucoup discuté avec les acteurs privés qui commencent, et je pense qu'Olivier en parlera tout à l'heure, qui commencent à se saisir du sujet et à voir comment, en pratique, s'approprier ces questions et les transformer. Enfin, je pense que tout l'enjeu est de passer des grands titres des journaux, tout le monde a compris ce qui se passait, aux conséquences opérationnelles dans le monde financier. Voilà en gros ce qui s'est passé. Ça s'est passé très vite, ça s'est passé en moins de 18 mois. Je pense qu'on commence à le voir maintenant. Le discours de Marc Carnet, il y a 15 jours, à la City, est une sorte de manifestation de cette prise de conscience. Et on en a eu des échos jusque dans la presse non spécialisée en France. Et voilà, il y a un véritable, de mon point de vue, un véritable changement d'attitude et de la plupart des acteurs, aussi bien dans le secteur privé, enfin dans le secteur financier, que du côté des régulateurs et des superviseurs. C'est important cette prise de conscience parce que quand on parle de transition énergétique, fondamentalement, on est en train de parler non pas d'un certain nombre d'investissements supplémentaires, mais en fait d'une meilleure sélectivité dans les investissements et donc d'une allocation du capital pertinente. Il s'agit fondamentalement de ne plus financer des projets qui ne sont pas pertinents du type... je ne prends pas d'exemple ici, c'est juste à titre illustratif, mais l'extraction extrêmement coûteuse d'un certain nombre de ressources pétrolières dans des régions du monde hostiles et inaccessibles, de faire moins d'investissements comme ça et de faire plus d'investissements intelligents du côté des green tech, du côté de l'efficacité énergétique, du côté, voilà. Et c'est vraiment cette redirection des investissements auquel le secteur financier peut contribuer en comprenant les risques auxquels il s'expose, à la fois dans un monde business as usual et dans un monde dans lequel on ignore qu'il existe une bulle carbone et ce type de choses. Pour en arriver peut-être à ce que la France a fait au plan domestique ces derniers mois, on s'est posé la question de manière assez sérieuse, comment est-ce que ces intuitions, ça se traduit en pratique, notamment dans le contexte de la loi de transition énergétique. Et c'est là où où 4 dispositions ont été adoptées cet été. Les gens parlent beaucoup des dispositions qui concernent les assureurs, les investisseurs institutionnels, mais c'est un ensemble de 4 dispositions. C'est deux dispositions qui concernent l'ensemble de toutes les entreprises, à savoir pour les entreprises qui rédigent un rapport sur les risques, donc la plupart des entreprises cotées, une analyse, on leur demande dans le cadre de ce rapport de se poser la question de leur exposition à ces tendances liées au changement climatique, qu'il s'agisse de la bulle carbone, qu'il s'agisse des manifestations physiques du changement climatique. Vraiment de prendre en compte cette grande tendance qui pour le moment, est là et va nous hanter pendant quelques années, et pour qu'elle-même fasse le travail de se dire comment mon business est impacté par ça, et l'explique à leurs actionnaires et à leurs stakeholders ce qu'est la matérialité de ce risque et comment elles y réagissent pour qu'une discussion typiquement entre les actionnaires et le management de l'entreprise, une discussion informée puisse avoir lieu sur ces sujets. Deuxième aspect, c'est dans le cadre du reporting RSE, une meilleure appréciation de la mesure des émissions associées au business, que ce soit sur la chaîne des fournisseurs ou que ce soit sur l'usage des produits. Donc une compréhension de cette exposition au risque carbone qui dépasse les seules émissions causées directement par le processus de production, pour comprendre là encore comment le business model risque d'être impacté par ces évolutions. On peut peut-être dire, tu peux peut-être parler, il y a 3 types d'émissions, grosso modo, scope 1, scope 2 et scope 3. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais je sais ton business. De manière, tu peux, scope 1, scope 2 et scope 3, tu peux dire ce que c'est. Je pense que je suis le moins bien placé. Alors scope 1, c'est grosso modo les émissions qui sont issues de votre production, de la production d'une entreprise, des opérations d'une entreprise. Scope 2, des émissions qui sont issues de la manière dont l'entreprise se fournit en termes énergétiques pour faire marcher son business. Et scope 3, qui est souvent le plus important, mais le plus difficile à calculer, c'est les émissions qui sont dues à toute la chaîne des fournisseurs pour pouvoir produire un produit que l'entreprise va acheter, et toutes les émissions qui sont dues une fois que le produit est vendu. Par exemple, je ne sais pas, si on prend une entreprise automobile, elle va avoir des scopes de produits, scope 1 et scope 2, assez faibles. Et ce qui va être très important,
ça va être le scope 3, c'est-à-dire combien la voiture que Renault ou Peugeot va vendre va émettre pendant les 10 prochaines années. Et ça fait partie, ça c'est de la responsabilité d'entreprise. Donc, et là, on en a pas mal parlé ces derniers temps avec ce qui s'est passé sur Volkswagen. Voilà, je pense qu'on peut, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, pour que ce soit très simple, non, voilà, très clair. Voilà. Donc, l'article, c'est plutôt sur le scope 3. Voilà, l'article, ça consiste à dire aux entreprises, votre exposition au risque carbone, c'est-à-dire à ce qui va se passer quand on va réduire de manière, si possible, la plus intelligente et la plus ordonnée les émissions. Cette réduction, elle va vous impacter non seulement directement, mais elle va aussi impacter la chaîne de vos fournisseurs et elle va impacter la demande pour vos produits. Et c'est ça qu'il s'agit d'analyser. Donc ça, c'est les dispositions qui concernent vraiment toutes les entreprises. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces dispositions? Parce que le secteur financier aussi a besoin de cette information ensuite pour prendre un certain nombre de décisions en matière d'allocation du capital. Et c'est là où on en vient au secteur financier, où il y a deux dispositions. Une première disposition qui concerne le secteur bancaire, et il s'agit pour le secteur bancaire d'être en situation d'analyser son exposition à ces différents risques au travers de ce qu'on appelle des stress tests. Et puis ensuite, pour tout le monde, des investisseurs institutionnels, donc typiquement en France, je mets de côté le FRR et les quelques fonds de pension qui existent, mais essentiellement des assureurs ou des acteurs comme la CDC, la question de demander à ces acteurs de rapporter sur la manière dont ils prennent en compte des critères qu'on appelle ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur gestion. Et dans le cadre de ces critères environnementaux, un focus plus particulier sur les problématiques climatiques, en leur demandant comment ils analysent leur exposition à ces tendances, comment ça se traduit en termes à la fois de risques et en termes d'opportunités d'investissement, et comment leur politique d'investissement réagit à cette analyse. Donc c'est en gros ce qu'il y a dans la loi française, qui est la traduction pratique des intuitions et des discussions qui commencent à se passer au niveau international et qui commencent à s'accélérer énormément. C'est le premier pays au monde à faire ce type de loi pour les investisseurs. Alors, pour parler de manière très simple, ça voudra dire que les investisseurs français vont être obligés de faire une évaluation de l'empreinte carbone de leur portefeuille. Je parle sous ton contrôle, mais si on parle de manière... Pour parler de manière encore plus précise, ce qu'on demande à tous les assureurs, c'est d'expliquer vraiment comment, alors pour certains portefeuilles, ça va être une empreinte carbone, pour d'autres, ça va être probablement d'autres manières, parce que si on prend un portefeuille d'obligations souveraines, la manière d'apprécier l'exposition de ce portefeuille au risque associé au changement climatique est un peu différente, mais c'est pour chacun de leurs portefeuilles comprendre quelle est la matérialité du risque qui va impacter ce portefeuille. Voilà. Ce qui a un impact énorme. Parce que ça veut dire, pour que vous compreniez l'enjeu de ce décret, qui n'est pas encore sorti, sur lequel vous travaillez, mais ça voudra dire, si l'investisseur doit révéler au public chaque année dans un rapport ce qu'il fait, quelle est la valeur carbone de son portefeuille. Si je ne prends, on va parler d'un portefeuille d'investissement en actions dans les boîtes, on ne va pas parler d'un portefeuille obligataire. Ça veut dire que comme on est très très loin des 2 degrés à 2050, forcément, chaque année, cet investisseur va devoir diminuer l'empreinte carbone de son portefeuille d'investissement. Et pour diminuer l'empreinte carbone de son portefeuille d'investissement, on en parlera là tout de suite après avec Olivier, il n'y a pas 15 000 manières de le faire. Ça veut dire très clairement, il faut que j'investisse moins dans les boîtes qui sont très carbonées et j'investisse plus dans les boîtes qui sont moins carbonées. Donc il va y avoir un effet sur le marché dans les années qui viennent et je pense que d'autres pays vont suivre la France. De toute façon, on sera plus ou moins obligé de le faire, d'autant plus si un deal est signé à Paris. Donc je réalloue du très carboné au moins carboné. Voilà. Donc, et on va en parler avec Olivier. Alors, tu as encore des choses à dire ou je passe à Olivier là? Peut-être une toute dernière chose, parce qu'on a parlé de ce qui se passe, qui s'était passé beaucoup de choses dans les 18 derniers mois dans les discussions politiques au sein du secteur financier. Il s'est aussi passé beaucoup de choses sur les marchés financiers et je pense que typiquement l'évolution du prix du pétrole qu'on a pu constater sur cette même période, c'est aussi quelque chose, et les conséquences que ça a pu avoir en termes
on a mis à peu près, les compagnies pétrolières dans leur ensemble ont mis à peu près de côté quelque chose comme 1300 milliards de projets d'investissement qu'elles ont rangés puis qu'elles reconsidéreront plus tard. Ces mouvements-là, c'est aussi quelque chose qui matérialise la vitesse à laquelle les choses peuvent changer quand on parle de réallocation. Quand on parle de réallocation, c'est des choses qui, à partir du moment où le secteur financier a compris ce qui se passait, l'a analysé, c'est devenu relativement mainstream dans la discussion, ça va très vite et c'est très violent. Et donc, si ça va très vite, ça veut dire que pour les entreprises très carbonées, elles vont avoir un coût de financement sur le marché financier qui va exploser, qui va monter. Alors, avant de passer à Olivier, oui, il y a une personne qui... Oui, parmi les 4 dispositions, vous avez parlé du secteur bancaire. Oui, parmi les 4 dispositions, vous avez parlé du secteur bancaire. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir sur... parce que vous parlez au niveau investisseur, j'ai bien compris, d'une obligation, et au secteur bancaire, vous parlez d'une aide. D'une aide pour analyser les risques. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ? Je ne parle pas d'une aide, je vais préciser. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les investisseurs institutionnels, c'est une obligation à expliquer ce qu'ils font. C'est bien la logique pour eux de leur demander de rendre compte de la manière dont ils analysent ce problème. Pour le secteur bancaire, en fait, fondamentalement, la nature de l'exposition au risque du secteur bancaire est un peu différente. Et on a vu dans la crise qu'une banque pouvait se réinventer à peu près 4 fois en l'espace de 5 ans. En fermant violemment un certain nombre d'activités. Voilà, donc la manière dont elle réagit, c'est un peu différente. Et du coup, la disposition sur le secteur bancaire, c'est d'abord de réinsister sur l'importance de la notion de stress test pour apprécier ces risques, c'est-à-dire de demander aux banques de s'assurer que les banques ont bien une vision tournée vers l'avenir de leur analyse de risque. Et le gouvernement, dans ce cadre-là, est en train de travailler avec le superviseur pour concevoir les méthodologies d'analyse du risque, de stress test, adaptées au secteur bancaire, qui permettent ensuite qui peuvent ensuite être mises en œuvre par les établissements, faire l'objet d'un dialogue avec le superviseur pour comprendre comment les banques gèrent ces différents types de risques sur les différentes parties de leur activité. Là encore, qu'il s'agisse des risques directement liés à la transition, à la réduction des émissions, mais aussi des risques climatiques, mais aussi ce qu'on a pu constater dans la discussion internationale aussi, j'y reviens, c'est que par exemple, dans le cadre de la supervision du secteur de l'assurance, c'est quelque chose, les risques physiques liés au changement climatique, c'est quelque chose qui est très bien compris par la plupart des assureurs. Et un des enjeux de la discussion qui s'accélère et un des enjeux du travail qu'on est en train de faire sur le secteur bancaire, c'est précisément d'exporter ce savoir qui est assez important dans le cadre du secteur de l'assurance, voir comment il est transposable et utilisable pour comprendre et analyser les risques qui sont pris dans le cadre de financement de projets, par exemple, dans les banques. Juste une petite question. Vous avez parlé de scope 3 pour les fournisseurs. En fait, l'idée, c'est de voir, par exemple, pour une voiture, donc qu'est-ce que ça va engendrer au niveau carbone par la suite. Est-ce que la scope 3, ça va être appliqué au secteur bancaire? C'est-à-dire que les clients... Oui, voilà. C'est exactement, en fait, ce dont j'en parle, c'est le scope 3 du secteur bancaire. C'est l'empreinte carbone du portefeuille des investisseurs. C'est le scope 3. Bonjour. Je voudrais évoquer un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant, il me semble. C'est le financement des PME innovantes françaises qui peuvent vendre leurs technologies à l'étranger. J'ai fait du transfert de technologie. Je vais en parler un peu de ça. Pardon? Je vais en parler un petit peu de ça. Excusez-moi, je n'étais pas là encore. Bon, je pose quand même la question. Ce sont des choses très concrètes. Donc, je travaille pour une société qui fait des hydroliennes. Je viens de le permettre de déposer une manifestation d'intérêt pour un projet pilote dans les Himalayas, dans un État indien. Et l'entreprise n'a pas les finances pour faire ce projet pilote. C'est à moi de trouver ce financement, moi qui est dans une PME qui fait le transfert de technologie. Et est-ce qu'il y a des possibilités de trouver le financement pour ce type de projet? Parce qu'une fois qu'on aura fait le projet pilote et on a prouvé que ça fonctionne en France, il y a une installation sous la loi.
Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas dans les Himalayas. Ensuite, on va pouvoir donc décarboner, aller dans le processus de décarboner l'énergie qui est produite en Inde. On sait qu'il faut que l'Inde diminue l'énergie produite à base de charbon. Ça veut dire qu'il faut aller dans les hydroliennes, il faut aller dans du solaire. Et dans le solaire, j'ai exactement le même problème. C'est-à-dire, je peux avoir des contrats en Inde sur 25 ans avec un prix fixé d'avance. Et je ne trouve pas en France, aujourd'hui, des entreprises capables de répondre à cette demande. Alors, est-ce que le ministère des Finances, en général, donc, on travaille à un niveau de généralité, on travaille par rapport aux entreprises, des grandes entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'il y a des technologies qui se trouvent dans les PME et qu'on est incapable, si vous voulez, d'exporter parce qu'il n'y a pas le financement. Et les banques ont toujours été frileuses, non seulement par rapport aux énergies renouvelables, mais par rapport aux start-up en général en France. Ouais. Ça, c'est une vérité. Et en fait, donc vous revenez en fait sur la seule partie que j'avais pas développée dans l'ensemble des travaux. Enfin, ça, c'est vraiment le cœur du financement de la transition. C'est les 22 milliards dont je parlais tout à l'heure. D'investissements de financement qui sont déployés en France dans ce sens-là. Et effectivement, une part importante de ce financement, c'est non seulement le déploiement des technologies, mais c'est aussi tout l'effort d'innovation et de maturation de ces technologies. De ce point de vue-là, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un enjeu qui va croiser, comme vous le disiez, un tas d'autres enjeux. Et ça, c'est vraiment au cœur des problématiques du financement de l'innovation en France. C'est le métier de BPI France. C'est le métier pour accompagner le déploiement de ces technologies dans d'autres pays. C'est le métier de la COFAS notamment, enfin COFAS Garantie Publique. C'est aussi, s'il s'agit de pays en développement, le métier de l'Agence française de développement. Enfin, je n'ai pas détaillé ça, mais il y a vraiment, et chacun de ces trois acteurs est très, très sensibilisé à cette problématique. 50% de l'activité de l'Agence française de développement, elle est liée au climat. Donc il y a trois acteurs à aller voir, hein, l'Agence française de développement, la BPI, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, si je ne m'abuse. Qui est détenue à parité par l'État et la Caisse des dépôts. Bon, la BPI et la COFAS. Voilà. Alors, attends. Vous avez une question ? J'ai une question, je voudrais revenir sur la décarbonisation. Merci. Sur la décarbonisation des portefeuilles, à ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une décarbonisation au niveau global, en France du moins. Et forcément, s'il y a une décarbonisation des portefeuilles, on sort du pétrole ou du ciment ou des entreprises de ce type-là. Et par conséquent, à grande échelle, est-ce que vous avez comme des tests ou des statistiques ou au minimum des estimations sur les conséquences d'une décarbonisation de tous les portefeuilles à grande échelle ? On va y arriver avec Olivier. Maintenant, je vais lui passer la parole, donc on va parler de ça. Non, on va continuer sur à la fin, peut-être qu'on prendra. Là, il y a eu 3 questions. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je passe la parole à Juste à que Olivier. je présenterai des chiffres là-dessus juste après. Voilà. Alors, donc maintenant, on a vu un peu le contexte, on a vu après la mesure avec Jean. Maintenant, on va voir l'action dans le concret, puisque Olivier nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Il est DG donc, du Fonds de réserve pour les retraites françaises. Combien de milliards d'encours ? 35 milliards d'euros d'encours. Et cette institution a rejoint ce qu'on appelle la Portfolio Decarbonization Coalition, qui a été lancée par la filiale des Nations Unies dédiée à la finance et le CDP, donc mon organisation. Et donc, je vais poser la question à Olivier qui va commencer à développer. Pourquoi vous avez rejoint la PDC ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Et puis, ça va aussi rebondir sur la question de Madame. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de décarbonisation ? Quelles sont les méthodes ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme méthode ? Et quel est l'objectif de la PDC ? Très rapidement d'abord, qu'est-ce que c'est que le fonds de réserve pour les retraites ? C'est un exemple de politique publique à long terme. Ça existe en France parfois. L'idée, c'était à la fin des années 90 que, évidemment, il y avait un vieillissement de la population française qui était à l'œuvre et inéluctable.
et que de ce fait, le coût des retraites par répartition, qui est la base, bien entendu, comme vous le savez, du régime de retraite, des régimes de retraite en France, allait augmenter. Et l'État, dans une vision de long terme, se projette et dit, bon, on va avoir des problèmes plus tard, les retraites vont coûter plus cher. Si on est responsable, on va accumuler des réserves aujourd'hui que l'on utilisera plus tard quand le choc démographique se traduira par un renchérissement des retraites. Alors on a reçu de l'argent entre 1999 et 2010. Depuis 2010, on ne reçoit plus d'argent. On gère ce qui nous a été remis et on commence même déjà à payer, plutôt que c'était initialement envisagé par les pères fondateurs du FRR. On paye à la CADES chaque année 2,1 milliards depuis 2011 jusqu'en 2024. Alors, on est un investisseur. La motivation, notre raison d'être, je viens de l'expliquer, on est un investisseur et on a une mission qui est exprimée de façon très claire dans la loi et qui nous est rappelée par notre conseil de surveillance, qui est notre instance de gouvernance suprême. Notre mission, c'est de gérer l'argent prudemment, mais d'extraire des rendements. Ça n'est que ça. Ce n'est pas de faire le bien de la planète, même si individuellement, on est toujours heureux d'y contribuer. Je dis ça parce qu'il y a, dans le métier des investisseurs, il y a un débat qui est toujours présent, l'éthique et le rendement. Ils sont assez facilement contradictoires, ces deux objectifs. Là où ils se réconcilient, c'est sur l'autel de la gestion du risque. C'est comme ça que nous, on se positionne. Viser une amélioration de quelque chose dans le monde, c'est l'aspect éthique. Ça, c'est la mission d'une fondation. Ce n'est pas la mission principale d'une institution qui doit faire fructifier des sommes qui lui ont été confiées. Maintenant, dans la recherche de rendement que nous poursuivons, on est obligé de tenir compte des risques. Et pour nous, il y a un risque qui apparaît de façon très évidente, qui est lié à la détention d'actifs qui seront influencés par les évolutions des données objectives et des politiques publiques relatives au carbone, qu'il s'agisse des émissions ou qu'il s'agisse des réserves. Et on a été approché par Amundi, il faut le dire, qui est d'ailleurs l'un des 4 pères fondateurs de la coalition pour la décarbonation des portefeuilles, avec l'investisseur suédois AP4. On a été approché par Amundi il y a 2 ans maintenant. On a fait une revue d'un certain nombre de thématiques d'investissement avec eux et ils nous ont présenté le sujet du risque carbone et de la façon de le gérer. Et ce qu'ils nous ont dit, en fait, c'était qu'il y avait une possibilité de réduire le risque futur auquel le FRR était exposé s'agissant du carbone sans nécessairement perdre de rendement, y compris à court terme. Maintenant, je dois vous détailler un petit peu les approches que les investisseurs peuvent adopter face au risque carbone. Il y a une approche qui est ancienne, qui est l'engagement. Ça veut dire se rapprocher de la direction d'une entreprise et lui dire, voilà, on est préoccupé par tel sujet, comment est-ce que vous traitez ce sujet? Ça peut être le travail des enfants, ça peut être des éléments relatifs au climat, comment est-ce que vous respectez les ressources en eau, comment est-ce que vous limitez les émissions de carbone, ça peut être des aspects liés à la gouvernance, comment est-ce que vous assurez la diversité au sein de votre conseil d'administration. C'est beaucoup de choses, mais l'engagement trouve matière à s'appliquer pour le sujet de la gestion du risque carbone. Vieille approche,
respectable, qui marche correctement. Elle est complémentaire avec des approches quantité. Les approches quantité, il y en a trois. Il y a trois grandes familles. Il y a l'approche des investissements, qui consiste à dire je ne veux pas dans mon portefeuille d'actions et ou d'obligations émises par des sociétés qui me paraissent de mauvais citoyens du point de vue du climat ou qui me paraissent constituer des risques pour la valeur future de ces actifs dans mon portefeuille. Cette approche-là, elle est très médiatisée, elle est spectaculaire, elle n'est pas difficile à comprendre. Même si, dans la réalité, désinvestir, ça veut dire quoi? Quel seuil? Rappelez-vous les annonces qui ont été faites au mois de mai, lors de la semaine du climat. Tel investisseur dit « moi, je vais vendre les actions de sociétés dont plus de 50% du chiffre d'affaires est réalisé dans le charbon. » Très bien. Tel autre dira « moi, le seuil est à 30%. » Pourquoi 50%? Pourquoi pas 25%? Pourquoi pas 75%? Pourquoi pas 0%? C'est compliqué dans la mise en œuvre. Ça, c'est l'approche des investissements. Il y a une autre approche symétrique qui est l'approche de l'investissement. Elle consiste à dire, écoutez, moi, je vais mettre beaucoup d'argent dans mon portefeuille dans les secteurs que je vois comme porteurs de la solution du problème climatique. Donc, je vais investir dans des sociétés qui développent ou exploitent des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, des parcs marémotrices, en fait, d'énergie marémotrice, tout ce que vous pouvez imaginer comme solution pour produire de l'énergie avec une très très faible composante carbone. Et il y a une approche, une troisième famille d'approches qui est quelque part un petit peu intermédiaire entre ces deux-là, qui est l'approche de la repondération. Et là, ça veut dire qu'on façonne son portefeuille d'actifs en réduisant la composante qui est très chargée en carbone, je vais développer un petit peu après, et en accroissant corrélativement le poids des secteurs qui sont économes en carbone. La coalition pour la décarbonation des portefeuilles, elle laisse un choix aux investisseurs sur leur façon d'approcher le sujet, mais elle dit vous devez prendre des engagements pour réduire de façon très sensible votre exposition carbone. Le FRR a été le premier investisseur institutionnel à rejoindre les 4 pères fondateurs de la coalition. Elle a été créée en septembre l'année dernière. Et nous, notre approche, elle est essentiellement fondée sur la repondération. Pour cela, on a travaillé avec AP4, cet investisseur suédois dont je vous disais qu'il était l'un des 4 pères fondateurs de la coalition. On a travaillé avec AP4, on a travaillé avec le gérant Amundi et on a travaillé avec le fournisseur d'indices MSCI pour créer ensemble une nouvelle famille d'indices qui permettent de constituer un portefeuille dans lequel le risque carbone est nettement réduit. On a analysé le risque carbone sur les portefeuilles actions. Pour le moment, on parle des actions, mais on peut déplacer ça également sur les émissions d'obligations des entreprises et des États, même si c'est des problématiques un tout petit peu différentes. Mais donc, pour le moment, la coalition et nous-mêmes, nous focalisons sur les portefeuilles d'actions. Et on a choisi de suivre le risque carbone de 2 façons. D'une part, à travers les émissions de CO2 des sociétés constituées, comprises dans le portefeuille.
les détails toujours. Ce qu'on a identifié, nous, c'est, bon, pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, combien d'émissions de gaz carbonique? C'est ça notre métrique sur laquelle on veut réduire l'exposition carbone de nos portefeuilles à travers ces indices qui s'appellent Low Carbon Leaders. Et il y a une deuxième dimension que l'on suit dans ces indices, qui est la dimension réserve. Parce qu'on a pleinement adhéré à la thèse des stranded assets, des actifs dépréciables, dévalorisés ou dévalorisables dans le futur. Clairement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Si on est un tant soit peu sérieux dans la gestion du risque climat au niveau mondial, évidemment qu'on ne va pas pouvoir laisser les entreprises qui détiennent aujourd'hui des actifs carbone sortir tout ça de terre et le brûler. Et donc, on veut réduire aussi le risque de notre portefeuille face à ce risque, face à cette perspective. Pour nous, certaines, l'horizon n'est pas certain, mais l'issue l'est, que les États, un jour, sifflent la fin de la récréation et disent « on vous interdit de brûler tout ce carbone » ou on vous fixe des conditions de taxation telles que ça n'a aucun sens économique de brûler. C'est clairement d'ailleurs là-dedans le charbon qui est le plus dangereux, ainsi que les pétroles de schiste bitumineux, comme ça se pratique au Canada notamment. Ceux-là sont terriblement vulnérables s'il y a un prix du carbone. Et s'il y a des restrictions quantitatives, je n'imagine pas qu'elles ne frappent pas par priorité les réserves de charbon et les réserves de schiste bitumineux. Là-dedans, il y a un spectre dans lequel le gaz se positionne mieux. Le gaz, pour la même production d'énergie, c'est en gros moitié moins de CO2 par rapport au charbon. Bon, le charbon, c'est presque du carbone pur, et le gaz, le méthane, c'est le meilleur, parce qu'il y a on a le meilleur nombre de liaisons carbone-hydrogène par unité d'atome. Et donc, le meilleur rapport, c'est un seul carbone et 4 liaisons hydrogène, et quand on brûle ça, c'est mieux. Bon, oui, mais juste une question par rapport à ça. Est-ce qu'on voit sur le marché une baisse du prix des entreprises du pétrole ou des entreprises qui exploitent des mines de charbon depuis 3, 4, 5 ans? Est-ce que ces stranded assets, justement, sont pris en compte par le marché ou ont commencé à être pris en compte par le marché? Oui. On a donc investi dans nos indices Low Carbon Leaders un peu plus d'1 milliard d'euros au début du mois de novembre l'année dernière. Et nos indices qui réduisent donc au moins de 50% le risque carbone à travers les émissions de carbone du portefeuille et les réserves de carbone, ces indices-là, ils ont dépassé la performance des indices de la même famille, mais non décarbonés, de façon très sensible. Ils les ont dépassés de plus de 1% pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord, qui sont les deux zones dans lesquelles on a investi dans cette famille d'indices pour le moment. Je ne doute pas du fait que dans cette performance différentielle, il y ait un rôle qui a été joué par la baisse du prix du pétrole. Disons qu'on a eu de la chance de ce point de vue. Mais dans l'attribution de performance, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a effectivement une prise de conscience du marché, des investisseurs, du fait qu'il y a ce risque. Et donc, toutes choses égales d'ailleurs, on préfère plutôt s'éloigner, réduire le poids de ces actifs-là dans son portefeuille par rapport aussi à la situation qui prévalait précédemment. Donc oui, il y a un mouvement qui est en cours. Alors, Anthony, you want to say something? Our demand paper that comes out next week will illustrate this very well. I was at a launch Monday morning where we had about 80 analysts and asset managers in the City of London for a sort of pre-launch. And some of the slides were striking. I mean, looking at the IEA's
Exxon's, Shell's predictions over the last 5 years for the rise of renewables. And then sort of lines like this, and then looking at the line of what actually has happened with solar. I mean, the degree to which they are underestimating the rise of these clean energy technologies is shocking. And, you know, I think two fundamental things are out on this issue of returns. And one of the reasons I think the financial markets have been slow to catch up, a little bit, you know, the cartoon we all watched as children where the roadrunner runs off the cliff and it takes him a few moments to realize he's run out of ground as he keeps running. There's something like this going on, because until 5 to 7 years ago, the oil companies, without fail, decade after decade, returned at above average return, above benchmark return for a very low risk. They call it low beta. But that dramatically changed 5 or 7 years ago. If you look at the financial performance of the oil and gas companies over the last 5 to 7 years, it has been consistently below the benchmark. Now, we think our analysis provides one reason, except, you know, they're taking a lot of the revenues from historic legacy oil and gas, and instead of using that for the returns and dividend for shareholders, they're gambling, they're punting that forward into ever more expensive exploration and development and destroying a lot of value. If you look at coal, we've done 2 case studies on coal. US coal equities collapsed by 80% over the last 5 years. So if you were a US pension holder, you'd have lost a lot of money on coal. 26 of those companies have gone bankrupt. The biggest coal company in the world, Peabody, has been thrown out of the Dow Jones. It is dramatic. If you look at European utilities, they've lost 40% on average of their share value over the last 10 years. We did another piece of analysis where we think there is a direct correlation with the fact that 10 years ago, they bet on oil and gas generation and didn't really fully embrace clean energy and renewables. They're now trying to make up for that, but it's had a dramatic impact on their valuation. So I think we are seeing the signs of this transition, and we are already seeing the impacts on investments. But still there is place for market risk premium that is not completely taken into account. When you were talking about the level playing ground, we need to... vous devez savoir que... Alors je ne sais pas le chiffre, hein, je crois que c'était le Fonds monétaire international qui a dit que pour l'industrie de l'oil and gas, peut-être Stan, tu peux me dire, je crois que c'est 600 milliards de subsides d'État dans le monde entier à l'industrie de l'oil and gas, ou 6 000 milliards. 6 trillions ou 600 milliards. C'est un peu moins de 600 milliards de subventions implicites aux usages carbonés. Voilà. Ça prend en compte notamment, par exemple, le fait que dans certains pays, les carburants sont vendus sous le prix du marché mondial, enfin ce type de choses. Et donc en fait, collectivement, les États dépensent effectivement à peu près 500 milliards à subventionner l'usage d'énergie fossile. C'est quelque chose qui a beaucoup décru parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont profité de la baisse des prix du carbone pour réduire des prix du pétrole pour réduire ces subventions. Et puis quand les prix baissent, le niveau de subventionnement aussi. Il y a à la fois un effet mécanique de la baisse des prix qui fait que les subventions sont moins importantes, et aussi le fait que les pays ont profité de l'opportunité de la baisse des prix pour précisément enlever le dispositif. Mais elles sont encore beaucoup trop importantes, parce qu'on pourrait imaginer que ces 500 milliards ou 600 milliards puissent aller justement de l'autre côté vers les renouvelables et autres, et ça viendra de toute façon. Pour terminer avec ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu peux dire quel est l'objectif en termes de milliards d'euros que la Portfolio Decarbonization Coalition veut présenter à la COP21 aux États Oui, l'objectif, c'est effectivement de réunir 100 milliards de dollars d'investissement en actions faisant l'objet d'une réduction de l'empreinte carbone. Et je crois que le chiffre là, c'est 50% qu'il y a derrière. Donc quand on réduit l'ordre de grandeur, c'est 50%. Mais donc on veut rassembler des portefeuilles représentant 100 milliards de dollars d'actions et retraités pour en réduire la teneur en carbone. Pour prendre le cas du
du FRR simplement. Où est-ce qu'on en est, nous, dans nos efforts? Donc, je disais qu'on avait investi un peu plus d'1 milliard d'euros en novembre l'an dernier dans les indices Low Carbon Leaders. Nous avons investi également, il y a 2 mois et demi maintenant, 1,5 milliard environ en indice à faible teneur en carbone, mais ce sont d'autres méthodes de gestion. Mais disons que là aussi, sur 1,5 milliard d'actions de plus, on a réduit de 50% l'empreinte carbone, et nous sommes en train de le faire pour environ 1 milliard d'ici la fin de l'année. Donc à fin 2015, on aura sur un portefeuille d'actions développé de l'ordre de 12 milliards d'euros, on aura décarbonisé d'au moins 50%, un encours de 3,5 milliards, et notre ambition est de rajouter encore 1 milliard au premier semestre de l'année prochaine. Le reste, ça sera beaucoup plus difficile. On est parfaitement conscient du risque carbone, mais ça sera beaucoup plus difficile parce que déjà, ce sont des montants qui sont largement investis en gestion active, et nous espérons bien que nos gérants actifs sont de bons gérants, d'ailleurs on les suit, et qu'ils veillent à ce que leur portefeuille soit économe en carbone par rapport aux indices de référence. Et puis il y a aussi quelques composantes où là on n'a vraiment aucune liberté de manœuvre, et on doit avoir sur, disons, 2 milliards à peu près, la composante carbone du marché. C'est un petit peu technique à expliquer, mais quand on achète des indices sur les marchés à terme pour notre exposition action, ben, on les prend comme ils sont, ni plus ni moins. Ok, alors là, merci pour ces éclaircissements. Maintenant, on va passer à la présentation de Stanislas. Oui. 50 milliards. Un peu plus. 65. Voilà. On sera à 100 milliards en décembre. Voilà, il y en a 65. Et il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la coalition. Là, il y a une quinzaine de fonds, asset owners et asset managers, qui ont rejoint la coalition. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et l'objectif de cette coalition, c'est chaque année de décarboner de 100 milliards. Chaque année jusqu'à 2020. Et puis, je pense qu'après, il y aura d'autres initiatives qui seront prises. Donc là, Stanislas, tu vas peut-être nous parler un petit peu de ce que vous faites comme travail sur les forward-looking indicators. C'est comment on arrive aux 2 degrés, comment on construit un portefeuille en relation avec le futur. On travaille ensemble sur un projet européen de Horizon 2020. Donc, ce sont des subsides de l'Europe pour financer de la recherche. Un projet qui s'appelle SCI Metrics. Qui tourne aussi autour des indices, puisqu'on a parlé des indices, parce que les investisseurs, quand ils investissent, il faut bien qu'ils aient un benchmark pour pouvoir mesurer leur performance contre quelque chose. Donc, Olivier a parlé d'indices lancés par MSCI, des indices low carbone. Je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'indices low carbone aujourd'hui dans le monde, et qui sont perfectibles. Sur la manière de les faire, sont perfectibles. Mais les nôtres, ce qu'ils ont de mieux, c'est qu'ils sont 2e génération. C'est pas de la pub, mais c'est qu'ils prennent en compte pas seulement les émissions de carbone, mais aussi les réserves de carbone. Oui, très bien. Et quand il y a des entreprises dans la salle qui répondent au CDP, on vous demande vos émissions passées. Bon, un investisseur, vous savez que le prix, grosso modo, le prix d'une action, c'est la somme actualisée des profits futurs de l'entreprise actualisés à aujourd'hui. Bon, donc on regarde vers le futur. Ce qui manque aux investisseurs aujourd'hui sur le marché, c'est des indicateurs qui leur permettent de voir aussi le futur. De dire, par exemple, il n'est pas improbable qu'un jour on demande aux entreprises, et ça Stan va en parler, de dire non, c'est très bien que vous me donniez vos émissions Scope 1, Scope 2, Scope 3 de 2014, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vos émissions sur les 10 prochaines années. Pour que les investisseurs, à un moment donné, puissent actualiser ça à aujourd'hui. Donc, on est, si vous voulez, une net present value financière et une net present value non financière. On ferait la somme des deux pour avoir la valeur de l'entreprise.
Je vais Bon. rentrer un peu dans le détail là-dessus. Voilà. Du coup. Donc maintenant, je te laisse parler. Donc nous, alors ce qu'on fait, nous on est un think tank. Est-ce qu'on a des membres qui peuvent être des investisseurs du type Allianz, AXA, des banques comme HSBC, et on travaille avec les gouvernements aussi, donc le ministère de l'Environnement est un de nos membres par exemple. Et donc on a travaillé, en fait, quand on s'est créé, on s'est posé sur deux problématiques. La première, c'est le fait que ces questions d'indicateurs carbone pour les investisseurs étaient finalement, on était au tout début de la route sur ces questions-là, je vais développer un peu là-dessus. Et le deuxième, c'est que si on n'avait pas des obligations d'information, ça serait très difficile d'avoir une mobilisation des investisseurs comme on y assiste aujourd'hui. Donc on a commencé à travailler avec des parlementaires et avec le gouvernement sur bâtir des propositions de loi qui ont fini par être transcrites dans la réglementation. Et en parallèle, on a travaillé avec différents experts, le Carbon Disclosure, le CDP, qui collecte du coup l'information auprès des entreprises pour la donner aux investisseurs, pour essayer de faire évoluer les indicateurs. Donc aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés, on est finalement dans quelque chose sur lequel on est vraiment au tout début de la route de ce qui sera probablement utilisé dans 5 ans, dans 10 ans. Donc je vais vous donner un exemple sur le secteur automobile, par exemple. Aujourd'hui, ce que les investisseurs sont capables d'avoir comme information de la part des constructeurs, c'est les émissions liées à leurs usines et pas les émissions liées aux véhicules. Donc c'est sur ça, généralement, que les calculs sont faits et que les portefeuilles sont optimisés. Le deuxième, donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les émissions des véhicules. Là, vous vous heurtez immédiatement au problème de Volkswagen que vous devez avoir en tête, qui est que l'information n'est pas forcément parfaite. Et le deuxième, c'est qu'on vous donnera au mieux l'information sur les véhicules qui ont été vendus l'année dernière, pas sur les véhicules qui doivent être vendus les années futures. Et une des problématiques que vous avez, c'est que le but des pouvoirs publics, c'est que les investisseurs investissent en lien avec la cible de 2 degrés, qui est celle qui a été présentée par Anthony. Donc du coup, cette cible, elle est dans le futur. Donc il faut arriver à comprendre ce que les entreprises vont faire dans le futur et arriver à comprendre quelles seront leurs émissions futures sur un périmètre qui est cohérent par rapport à ce qu'on cherche à mesurer. Vous avez une autre problématique encore, qui est que si vous prenez cette fois-ci la production électrique, par exemple, le risque auquel les entreprises font face va être différent d'un pays à l'autre. Vous allez avoir des réglementations plus dures dans un certain pays, moins dures dans d'autres. Donc il faut arriver à avoir un niveau d'information qui est finalement assez important par rapport à ce que les entreprises donnent aujourd'hui. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de raccrocher finalement un scénario climatique à la façon dont on peut investir un portefeuille. Donc vous avez une illustration ici sur la couverture. Globalement, on est parti des scénarios et des objectifs qui sont déployés, qui sont définis par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, ils regardent l'Agence internationale de l'énergie, bâtit des scénarios en se disant si on veut arriver à 2 degrés, dans les prochaines années, il faudra mettre tant de véhicules électriques sur la route, réduire de temps l'exploration pétrolière, changer comme ça la répartition par énergie de la production d'électricité, etc., sur pas mal de secteurs. Et donc, en fait, on a transcrit ça en qu'est-ce que ça veut dire si je suis le FRR ou si je suis un autre investisseur, à quoi doit ressembler mon portefeuille aujourd'hui pour refléter ce scénario. Et donc, ce qu'on a dû regarder, c'est que par exemple, là, vous avez 2 courbes. Celle sur la gauche, vous avez la courbe pleine qui représente les prévisions d'augmentation de capacité de production électrique dans le renouvelable en Europe pour les producteurs d'électricité qui sont aujourd'hui dans un portefeuille d'actions tel que celui du FRR ou d'autres, je ne connais pas celui du FRR, mais tel que celui d'un investisseur. Donc c'est un portefeuille actions européen. Voilà quelle est votre production future, l'addition de capacité de production en énergie renouvelable. Et ce que vous voyez en hachure, c'est ce qui manque pour arriver au scénario 2 degrés. Vous avez la même chose à côté sur la production de véhicules, où vous voyez la projection de production de véhicules électriques par les constructeurs automobiles qui sont dans un portefeuille actions européennes. Et vous voyez en hachuré ce qu'il faudrait qu'ils produisent pour être dans un scénario 2 degrés. Et donc on a regardé ça sur différents secteurs et sur différentes régions
Et on aboutit à une évaluation qui porte sur certains secteurs uniquement. Donc là, vous voyez l'espèce de donut que vous avez à gauche. C'est un portefeuille actions européennes. Et vous voyez que toute la partie grise, c'est ce qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui. On ne sait pas. Donc dedans, vous retrouvez les banques, vous retrouvez les télécoms. On ne sait pas dire aujourd'hui, avec l'information qui est disponible, est-ce que c'est compatible avec un scénario 2 degrés ou pas, leur activité. Ce qu'on est capable de faire, c'est les 10-15% d'un portefeuille qui concerne globalement les automobiles, le secteur énergétique, la production d'électricité, des activités comme ça, qui représentent 10 ou 15% du portefeuille, mais qui représentent à peu près 75, 80, 90% parfois de la production de CO2 associée à un portefeuille d'investissement, qui est l'indicateur qu'utilisent les investisseurs aujourd'hui. Et donc, on a regardé sur cette partie du portefeuille comment on fait pour la rendre cohérente avec l'objectif de 2 degrés. Donc là, vous avez en bas ce à quoi ressemble le portefeuille action moyen d'un investisseur en termes de répartition sur ces différentes technologies. Et en haut, ce à quoi il devrait ressembler dans un monde 2 degrés aujourd'hui. Vous voyez que la différence n'est pas énorme, mais quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a pas mal de différences sur certaines technologies. Alors, c'est un peu difficile à lire, mais vous avez globalement donc le cercle violet, c'est l'objectif 2 degrés. Donc ça veut dire que si mon portefeuille est aligné avec l'objectif, vous voyez rien qui dépasse, c'est juste le cercle violet. Ce que vous voyez ici, c'est la part de chaque technologie dans mon portefeuille en matière d'énergie. Okay ? Et en gros, ce qui dépasse vers l'extérieur, c'est quand j'ai trop d'exposition de mon portefeuille à certaines technologies. Et ce qui dépasse vers l'intérieur, c'est quand j'en ai pas assez dans mon portefeuille. Okay ? Donc je vais vous faire la lecture détaillée. Donc là, c'est le portefeuille moyen d'un investisseur en actions européennes. Si vous achetez des actions européennes, vous allez à peu près avoir ça. Donc ce qu'on constate, c'est que globalement, il vous manque, vous devriez avoir 20% de plus d'énergie renouvelable dans votre portefeuille. Vous êtes à peu près exposé correctement aux technologies liées à la production d'électricité hydraulique, nucléaire. Vous avez un tout petit peu trop de gaz. Vous avez 7% de trop de production d'électricité à base de charbon. Là où on voit qu'il y a un énorme déficit d'investissement, c'est sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Globalement, il faudrait multiplier par 6 ce que vous avez dans votre portefeuille pour pouvoir être cohérent avec un scénario 2 degrés. Et on voit, donc du coup, relativement, vous avez trop de production de véhicules à base d'essence ou de diesel. Et ce que précisait Anthony dans sa présentation, c'est que vous avez 50% de votre portefeuille énergétique qui est dans l'extraction de combustibles, gaz, charbon, pétrole, et que là, vous en avez trop par rapport à ce qu'il faudrait dans un scénario 2 degrés, notamment sur l'extraction de charbon. Ça veut dire, pardon, sur l'extraction de oil potential supply, ça voudrait dire, pour être sur l'objectif de 2 degrés, il faudrait que je diminue de 13,34%. Voilà, en gros, à ce stade, ce que vous détenez aujourd'hui, on a regardé là sur la dizaine d'années à venir ce que les compagnies pétrolières allaient mettre sur le marché comme pétrole. Et globalement, ils vont mettre environ, sur ce périmètre-là, 14% de trop de barils par rapport à ce qu'il faudrait. Donc ça veut dire on en revient. Donc là, l'idée pour nous, c'est de permettre aux investisseurs de regarder ça et ensuite d'affiner leur stratégie d'investissement. Donc là, par exemple, un investisseur, il peut se dire, bon, il faut soit que j'arrive à convaincre les fournisseurs de véhicules de produire plus de véhicules électriques. C'est vraiment la priorité qu'on voit se dégager de ce graphe-là. Et si je n'arrive pas à convaincre les producteurs d'automobiles, il faut peut-être que dans la partie qui ne concerne pas les actions cotées, mais qui concerne plus les investissements dans les PME de mon portefeuille,
finalement, je dise faut que j'arrive à financer l'émergence de ces technologies. À l'inverse, ce qu'on voit sur l'extraction pétrolière, c'est que soit je me dis, bon, si je pense que c'est un scénario de 2 degrés qui va prévaloir, il faut que je arrive à convaincre les compagnies pétrolières que je détiens d'investir moins dans l'extraction et de me retourner plus de dividendes. Ou alors je considère qu'elles ne feront pas ça. Et dans ce cas-là, comme ce qu'expliquait Olivier, il faudrait réduire mon exposition à ces entreprises-là pour être exposé à moins de production de barils. Comme ça, si le pétrole continue à dégringoler, j'en ferai moins les frais. Et donc ce qu'on s'est aperçu, et c'est assez cohérent je pense avec les résultats sur l'indice, les portefeuilles qui ont été utilisés par le FRR, c'est que finalement du fait de la baisse du cours du pétrole et de la dégringolade à la fois de l'extraction de charbon et de la production d'électricité à base de charbon en termes de performance financière ces dernières années, si on avait fait un portefeuille où finalement on aligne tout sur 2 degrés, sur les 5 années qui viennent de s'écouler, il aurait eu plus de performance financière que le portefeuille standard. Évidemment, ça ne dit pas que ce sera la même chose dans l'avenir, mais on s'apercevait notamment et notamment sur l'Europe, il y avait une surperformance assez forte sur le secteur électrique, du fait finalement de la réglementation qui s'est mise en place en Europe et qui a fait que la production d'électricité à partir de charbon est devenue moins rentable. Donc voilà. Oui, on commence à voir que les entreprises qui sont des bons élèves au niveau environnemental ont une performance moyenne qui est supérieure à l'indice moyen boursier. Sur les 5 dernières années. Après, je pense qu'il y a ça pose pas mal de questions parce qu'aujourd'hui, on est une période où les cours du pétrole sont historiquement bas. Donc peut-être qu'ils vont remonter, auquel cas on aura peut-être des conséquences différentes financièrement. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que globalement, je dirais le message nous qui se dégage là-dessus, c'est que généralement un investisseur, la façon dont il gère ses risques et la diversification de ses risques, c'est en se disant je dois être présent sur dans pas mal de pays, sur pas mal de continents. Si ça va mal dans un pays, ça ira pas forcément mal dans tous les pays en même temps, donc je diversifie mes risques. Et de la même chose sur tous les secteurs. C'est pour ça que vous avez, quand on regarde la répartition d'un portefeuille d'un investisseur, il est présent sur tous les secteurs. Et il est obligé d'être présent sur tous les secteurs pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous, ce qu'on dit, c'est, je ne sais pas si le cours du pétrole va monter, descendre, rester stable. Personne ne sait ça. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'en revanche, les technologies énergétiques, ça devient un facteur important à prendre en compte pour avoir un portefeuille diversifié. Et que si je suis un investisseur et que j'ai ce portefeuille-là, qui est le portefeuille moyen de l'investisseur, je fais le pari du fait que les véhicules électriques ne se développeront pas comme les gouvernements voudraient qu'ils se développent. Et ça, c'est un pari. Et ce pari-là, avec les indicateurs que j'utilise aujourd'hui normalement, j'ai aucun moyen de savoir que je le fais. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être conscient des paris, que les investisseurs doivent être conscients des paris qu'ils font. Et les régulateurs doivent favoriser le fait d'avoir des indicateurs de ce type qui émergent pour qu'ils fassent des paris conscients et que les gouvernements puissent savoir sur quoi les marchés financiers parient et quelles peuvent être les conséquences si les paris s'avèrent pas judicieux. Ça rejoint un petit peu ce dont on s'aperçoit au CDP. On demande, je crois qu'on a demandé les chiffres 2014 à 300 boîtes de l'oil and gas de répondre. 80 ont répondu. Toutes disent globalement oui, il y a un risque réputationnel, oui, il y a un risque physique de législation dans le futur. Et quand on commence à rentrer dans le détail, parce qu'on fait un module oil and gas, de ce qu'ils implémentent justement pour prendre en compte ce risque, on s'aperçoit qu'il y en a 4 ou 5 qui commencent à faire des choses. C'est un petit peu un comportement schizophrénique. C'est ce que j'expliquais à une précédente intervention que j'avais eue avec Anthony. C'est qu'ils sont conscients qu'il y a un risque, mais finalement on ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'implicitement, je pense qu'ils pensent que leur lobby a tellement de poids qu'ils pensent que les gouvernements ne vont jamais légiférer sur ces choses-là. Et il est très probable, si on doit être dans un monde à 2 degrés, les gouvernements vont légiférer par le prix interne du carbone, par plein de choses, mais ça va arriver. Donc c'est assez étonnant comme comportement pour les boîtes de l'oil and gas spécifiquement. Juste là-dessus, pas plus tard qu'hier, Spencer Dale, le chief économiste de BP, a reconnu que
de fait, enfin exactement sur la base de cette analyse, de fait, la totalité des réserves qu'ils ont aujourd'hui en portefeuille et que le secteur a aujourd'hui en portefeuille ne pourrait pas être exploité. Enfin, je pense que ça commence à devenir quelque chose de complètement consensuel. Enfin, tu me complètes, Anthony, n'hésite pas, mais je veux dire, le jour où le chief économiste de BP commence à rejoindre ça, et la messe est dite. Anthony? But I think important clarification, this is critical. It is not just about the climate legislation. I mean, Kodak did not cease to exist because they were regulated out of existence. The steam locomotive manufacturers did not cease to exist. The business of all those horse and carriage, and there was a huge financial, business ecosystem around horses and carriages did not cease to exist because they were regulated out of existence. Albeit governments played a huge role in the transitions in terms of the R&D and creating the right policy framework for the new technologies to come forward. And I think that's what's going to happen. I think no longer is it about the legislation being in the driving seat, it's the emerging technologies. And they're now starting, we are at a critical tipping point. It's all about the new clean technologies. And that's where I think you get the interest of your management, because the huge opportunities. The thing that Kodak underestimated is, the considerably bigger market created by digital film than they could ever have imagined. And Paris is about creating the right policy framework to speed up the implementation of these technologies and these new businesses. And the critical question is, can the incumbents make that transition, or do they do what most incumbents always do? They try and pretend the world is not changing, lobby to stop it, invest in doing what they currently do better, but do not transition into the new technologies. So Stanislas, Stanislas a présenté, Stanislas a présenté un petit peu pour les entreprises qui sont dans la salle ce que nous appelons les science-based targets pour les entreprises. Eh bien, c'est un peu l'équivalent du science-based target pour les portefeuilles d'investissement. Aligner donc les entreprises, prendre des émissions de long terme à 10, 20, 30 ans en ligne avec les scénarios scientifiques, science-based target au CDP, que j'espère que le plus grand nombre le rejoindra. Et d'un autre côté, en parallèle, la même chose, comment je mets en ligne mon portefeuille par rapport à... Donc ces deux mondes évoluent en parallèle. Je pense que le monde de la finance, avec les décisions qui sont prises là, et j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous, à partir du moment où il y a une prise de conscience, où il y a de l'action, ça va aller très vite. Et quand ça va vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le coût du capital, et corrigez-moi si vous avez quelque chose à dire, quelle heure il est d'ailleurs? En conclusion, que le coût du capital, et je veux bien que si vous pouvez dire un mot de conclusion là-dessus, le coût du capital de ces entreprises fortement carbonées et qui le restent, il y en a certaines qui commencent à bouger. Alors Total a maintenant investi beaucoup dans les panneaux solaires, donc voilà, donc ils commencent à bouger, ils vont devoir bouger, ce coût augmente. Et une entreprise, quand le coût du capital augmente, c'est un problème majeur de source de financement, que ce soit sur la partie action, ou la partie emprunt bancaire ou la partie obligataire. Et en revanche, le coût du capital pour les boîtes qui sont faiblement carbonées ou qui ont des produits à bas teneur en carbone va être clairement beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à ça. Si vous avez un mot de conclusion ou autre. Il y a des documents à prendre ici si vous voulez. Il y avait monsieur aussi qui voulait poser une question tout à l'heure. Ah oui? C'est bon, madame? La question, c'est peut-être pour monsieur du ministère. Je ne peux pas m'empêcher du coût d'opportunité, finalement, dans la transition pour les économies. Ce sont des secteurs qui ont donc un niveau d'emploi assez important. Le définancement des entreprises dans la transition aussi, ça a un impact. Donc, même si j'adhère à tout ce qui s'est dit dans cette salle, avez-vous fait des études sur l'impact social, tout au moins à court terme, de ce processus de changement dual, aussi bien des entreprises que du secteur financier? La réponse est oui, ça fait partie des... Enfin, il y a eu pas mal d'études d'impact qui ont été faites en amont de la loi de transition énergétique, avec des débats assez techniques, assez vifs. C'est quelque chose qui n'est pas seulement une question en France, et
je ne serais pas étonné, par exemple, que le FMI, dans un avenir assez proche, commence lui aussi à se saisir de cette problématique. Qu'est-ce que ça veut dire sur les économies et le marché du travail d'un certain nombre de pays, cette transition et ces tendances? Stanislas, tu veux dire quelque chose? Oui, je pense que juste pour conclure par rapport à cette histoire d'alignement des portefeuilles avec des objectifs, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, du coup, les investisseurs prennent volontairement ces objectifs-là. La France les invite à rendre des comptes sur l'alignement avec ces objectifs. Pas forcément à aligner, mais en tout cas à rendre des comptes sur l'alignement. Le FSB, donc, qui est l'espèce de régulateur mondial, qui est le comité de stabilité financière, donc commence à s'intéresser à ces sujets-là sous un angle de si on est déséquilibré comme ça et que ça se rééquilibre d'un coup parce que, je sais pas, les gouvernements intègrent des taxes ou parce qu'il y a une transition des technologies qui arrivent sur le marché beaucoup moins chères et que ça fait passer des carrioles aux véhicules, aux voitures en quelques années, quel sera l'impact sur la stabilité. Donc je pense que on voit des choses qui émergent là-dessus. Les prochaines questions qui se poseront, c'est quelles seront et je pense que ça sera c'est des choses qui commencent à être débattues, c'est qu'est-ce qui va pousser les investisseurs à globalement aligner leur portefeuille avec des objectifs. Et là, il y a c'est vraiment le débat qui s'ouvre aujourd'hui. Et en partie, ça sera l'anticipation de risque. En partie, probablement, dans certains pays, il y aura aussi des incitations directement par les gouvernements vers les investisseurs, que ce soit en termes fiscaux, que ce soit en termes dans certains pays, type la Chine, de direction donnée aux banques de financer tel secteur ou tel autre. Et l'autre aspect, et je pense que ça sera particulièrement le cas en France, c'est quand on regarde les résultats là, ça invite aussi les investisseurs publics à se dire si les marchés n'investissent pas dans telle et telle technologie qui sont nécessaires pour décarboner l'économie, voilà peut-être où on doit mettre nos priorités. Et donc je pense que un des gros enjeux sur les années à venir, c'est renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les investisseurs sur ces questions-là, de façon à avoir finalement des partenariats publics-privés sur comment on fait émerger cette économie bas carbone. Moi, je voudrais vous donner mon mot de conclusion sur la perception que j'ai du caractère explosif des changements technologiques. Les énergies renouvelables, et très typiquement le solaire, ont fait l'objet de soutien public et de manœuvres déloyales dans le monde développé et en Chine, par exemple. À la fin des années 2000 ou au milieu des années 2000. Le résultat a été peut-être un certain gâchis dans l'allocation des capitaux et un effondrement d'une partie du secteur parce qu'il avait été trop soutenu et plein d'entreprises en Allemagne, dans le monde développé plus généralement, ont été sévèrement affectées par les comportements on va dire, qui se passait en Chine. Ça a été un épisode qui a laissé un mauvais souvenir aux investisseurs parce qu'ils se sont dit on croyait investir dans quelque chose d'avenir et puis on a perdu de l'argent. C'est un mauvais souvenir. Mais en ce moment, il se passe des choses vraiment incroyables sur le plan du développement technologique. Et la notion de parité réseau, elle évolue à une vitesse ahurissante. Le vent, les éoliennes, elles ont peut-être aujourd'hui un rendement de l'ordre de 50%. On arrive vraiment dans la parité réseau. Sur les panneaux photovoltaïques, le saut est beaucoup plus spectaculaire. Le photovoltaïque, il a été handicapé au début par un rendement faible et par une durabilité médiocre. Sur ces deux éléments-là, ça galope. Et la question que je me pose, moi, en tant que citoyen et en tant qu'investisseur, c'est le nucléaire. C'est le prochain stranded asset. Moi, je crois au nucléaire. Je suis français banal, comme beaucoup de gens. J'ai confiance dans nos ingénieurs et dans la technique et dans le pouvoir public que j'ai servi presque toute ma vie. Mais je me pose la question maintenant,
si la production d'énergie à partir du photovoltaïque et demain à partir de technologies de recyclage de déchets de l'agriculture, etc., si cette technologie progresse si vite, qu'est-ce que ça dit sur la rentabilité d'installations qui coûtent très cher à construire et qui s'amortissent en économie, disons, 40 ans, 50 ans? Je ne dis pas que la réponse est « ça va mal se passer », mais je me pose la question tellement le changement est rapide. Et ça, c'est quand même plutôt un facteur d'optimisme, pas seulement pour l'investisseur qui saura mettre son argent dans une approche investissement positive avisée, mais pour le citoyen et pour le climat. Ok, merci, une bonne remarque. Un autre stranded asset dont on ne parle pas, mais on commence à produire des papiers là-dessus, c'est l'eau. L'eau. Any conclusion, Jean, Anthony? Very brief, because I know we're out of time, but energy efficiency. I mean, there's huge opportunities there. When we talk about clean energy and renewables, I mean, I was in the UK yesterday playing all over the radio again and again was this advert for the Nest, you know, the little gizmo that allows you to control your heating and a water system from your phone. I mean, you know, the internet and the digital side of things and these sort of technologies, I mean, this is the fifth pillar of energy, is energy efficiency. And again, barely scratched the surface, and there's huge potential for products and services there. I mean, it's incredibly exciting. I think we are at one of those, you know, we are privileged enough to be at one of those massive technological tipping points in how we generate energy. And just to leave you with a thought, there was a study recently that showed that over the last 60 years, decade after decade, OECD countries have spent less on energy R&D than they've spent on their space programs, on improving soap bars, on health, on defense, on a range of things. You know, energy has been by a long way the poor relation of R&D. Most of the energy technology we are using was patented in the mid 20th century, and almost all of it, you know, by the 1970s. In fact, most of the renewables technology was patented and is now out of patent. So again, I think that's incredibly exciting. You know, we have a huge way to go in energy technology. Thank you, excellent. Jean? Un vraiment tout dernier mot, parce que je suis entre vous et votre déjeuner, j'imagine. Juste pour illustrer le fait que ça va très très vite, ça fait 4 ans qu'on a commencé à travailler sur ce sujet au Trésor. Au début, on a vraiment été pris pour des martiens par l'ensemble de nos interlocuteurs, je dois dire ça. Puis on a commencé à avoir des gens qui se posaient les mêmes questions que nous, par exemple à la Banque d'Angleterre. Et ensuite, les choses ont commencé à s'accélérer. Il y a 1 an, vous m'auriez dit que le FSB, qui rassemble l'ensemble de tous les patrons de toutes les autorités du G20 en charge de la stabilité financière, vous m'auriez dit que ces gens-là seraient autour d'une table pour discuter de ce sujet il y a 1 an. Je ne vous aurais pas cru alors que je travaillais pour le faire. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous en savez plus. Et donc, bon appétit. À bientôt.